Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo à propos de l'épigénétique. Donc, dans cette vidéo-là, on va se focaliser sur 4 axes fondamentaux, notamment une petite définition à propos de l'épigénétique, les mécanismes et les perturbations, la contribution de l'épigénétique dans le développement de l'identité cellulaire et l'adaptation à l'environnement, les techniques et les applications technologiques et biomédicales. Donc, en petite définition, l'épigénétique définit ou bien désigne l'ensemble des mécanismes moléculaires qui modulent et modifient l'expression des gènes, sans altérer la séquence nucléotidique de l'ADN. Donc, ces différents mécanismes moléculaires qui influencent l'expression des gènes en laissant l'ADN ou bien la séquence nucléotidique de l'ADN intacte sont désignés comme des épimutations. Elles jouent un rôle fondamental dans le développement, la différenciation cellulaire et l'adaptation des organismes à leur environnement. Donc, à travers ces différents mécanismes et processus, on peut aboutir à trois résultats importants, notamment le développement, la différenciation cellulaire et l'adaptation des organismes à leur environnement. Donc, on passe. Donc, ici, au niveau de cette slide, c'est plus ou moins un schéma qui illustre les différentes différences entre une mutation génétique et une épimutation. Donc, comme définition de mutation, c'est une modification de la séquence de l'ADN, c'est-à-dire un changement d'une ou plusieurs bases. Donc, la mutation, c'est quand une séquence d'ADN ne va pas rester intacte. On aura un changement au niveau de la série ou bien de la séquence des nucléotides, soit par perte de nucléotides ou bien de base, soit par un gain, soit par une substitution. Donc, comme c'est présenté au niveau de ce schéma, on a une séquence normale contenant 8 bases azotées, ATGC, THGC, et dû à une mutation génétique, on aura un changement de la base C par G, ou plutôt, oui, c'est un changement de C par G. Je ne sais pas pourquoi il y a au niveau du schéma qu'ils disent que il s'agit d'un changement d'une adénine par une guanine, mais c'est plutôt c'est un changement d'une cytosine par une guanine, donc c'est vraiment une petite erreur à ignorer. Donc voilà, vous avez une substitution, donc la séquence va changer du point de vue séquence ou bien série nucléotidique. Comme conséquence, ça peut mener à la modification du produit de généralement une protéine qui va devenir soit anormale ou bien il ne peut pas être synthétisée au premier lieu, donc elle sera absente. Du point de vue hérédité, oui, les mutations génétiques ils peuvent être
Ils peuvent être transmises d'une génération à une autre, mais si et seulement si la mutation touche les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules reproductrices, comme les spermatozoïdes et les ovules. Donc, si on a une mutation au niveau des gènes de ces cellules-là, ces cellules germinales, on aura la transmission de la mutation à la génération suivante. Du point de vue réversibilité, les mutations ne sont pas réversibles dans la plupart des organismes. Il y en a des cas exceptionnels, surtout chez quelques bactéries qu'on désigne comme souches révertantes. Ils peuvent avoir des mutations réversibles. Donc on peut transiter d'un état muté, d'une séquence mutée, vers une séquence originaire, initiale, qui n'a été pas modifiée ou bien mutée. Donc c'est un cas exceptionnel qu'on peut trouver chez quelques souches bactériennes qu'on désigne comme des souches révertantes. Donc il y a l'exemple ici illustre les différents types de mutations. Donc il y en a des mutations ponctuelles qui touchent une base azotée ou bien un certain type bien défini de nucléotides et qui est bien limité, soit par délétion, c'est-à-dire on aura une perte de nucléotides ou bien de base, ou bien par l'insertion. Et c'est-à-dire qu'on aura un ajout ou bien la quantité d'ADN va augmenter. Donc il y en a plusieurs mécanismes mutationnels. Donc pour simplifier les choses, la mutation c'est seulement un changement du code génétique. Le code génétique ne va pas rester stable, il va subir des changements. Passons à l'épimutation. Donc l'épimutation c'est l'aspect ou bien c'est le phénomène qui nous intéresse le plus, parce que c'est la base de l'épigénétique, ou plutôt des mécanismes épigénétiques. Donc c'est quoi l'épimutation, ou bien une modification épigénétique? C'est une modification des marques épigénétiques par méthylation de l'ADN, modification des histons ou bien micro-ARN. Il y en a même d'autres mécanismes, sans changer la séquence d'ADN. Donc ici, la séquence d'ADN va rester stable, inchangeable, intouchable, intacte. Par exemple, ici, on a une séquence constituée de 8 nucléotides ou bien 8 bases. Il y en a ATGC, THGC, qui est inchangé, qui est intact. Mais il va subir une modification moléculaire, ou plutôt une épimutation, où il y a l'ajout des marqueurs épigénétiques qui se définissent par des groupements de méthyle, des CH3, qui vont méthyler cette section, ou bien ce segment d'ADN. Donc voilà, la séquence elle est intouchable, elle est intacte. C'est la même séquence. Mais il y en a des modifications chimiques, des modifications moléculaires. C'est-à-dire il y en a des groupements dans ce cas-là, c'est une méthylation. On aura seulement la fixation des groupements de méthyle sur la séquence. Mais du point de vue code génétique, l'ADN ou bien ce gène-là, il va rester intact et stable. Et du point de vue quantité, c'est la même quantité. La même quantité de l'ADN n'a pas changé du tout. Et comme conséquence, dans ce cas-là, puisqu'il y en a la fixation de ces groupements de CH3, le gène devient moins ou pas exprimé. Donc on aura plus ou moins une sorte d'inhibition. Donc la conséquence principale, on aura une modification à l'échelle de l'expression du gène.
Mais le gène lui-même, il est intact. La modification se fait à une échelle au-delà des gènes. Mais les gènes, ils restent, du point de vue séquence, du point de vue quantité, du point de vue code génétique, les gènes restent intacts. Et il y en a même des fois où on peut avoir des modifications, ou bien des mutations qui peuvent activer le gène. Donc, dans le cas de la méthylation, on aura des gènes réprimés, c'est-à-dire une inactivation ou bien une inhibition. Du point de vue hérédité, même les épimutations sont transmissibles d'une génération à une autre, bien sûr si elles touchent les cellules germinales. Et bien sûr, mais l'exception, c'est que les épimutations sont moins stables. Donc leur hérédité, elle est moins rare. Et plutôt, il est plus rare par rapport à une mutation génétique. Parce que ces changements moléculaires, on va bien voir ça dans les slides prochaines, dépendent bien de conditions environnementales. Donc, même si, par exemple, si une descendance a hérité une modification épigénétique ou bien une épimutation, il peut changer ou bien l'épimutation ne peut pas avoir lieu, ou bien plutôt il ne peut pas avoir un effet, puisque l'environnement où cette descendance, par exemple, habite, ou bien où se trouve cette descendance, il est par exemple différent de l'environnement où les parents existaient. Elle est souvent réversible. C'est pour cela que la réversibilité, c'est aussi un critère qui explique la, 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 la faible stabilité des mécanismes épigénétiques ou bien des épimutations. Ce qui est la réversibilité, ça aussi dépend de l'environnement. Parce que ces molécules qui vont interférer avec l'expression génétique qui peut causer des épimutations dépendent de facteurs environnementaux, de facteurs de mode de vie, de l'alimentation, de plusieurs autres facteurs qui sont en général plus ou moins des facteurs externes. C'est pour cela qu'on a une réversibilité qui est accentuée, mais on a une stabilité faible, une très faible stabilité. Donc voilà, on a un exemple, c'est l'hyperméthylation du promoteur d'un gène suppresseur du tumeur par exemple. Donc le promoteur, c'est tout simplement une région qui se trouve en amont d'un type de gène qui contrôle sa transcription, c'est-à-dire c'est une séquence ou bien le promoteur en fait c'est pas un gène, c'est seulement une séquence qui se trouve en amont d'un gène et qui contrôle son activation ou bien la synthèse ou bien l'expression génétique du gène en question. Par exemple, on a un gène suppresseur du tumeur. Ce gène, par exemple, il a la capacité d'inhiber la formation des tumeurs, d'où l'inhibition des cancers. Mais cela est seulement possible si le promoteur n'est pas méthylé. Mais lors d'une hyperméthylation, on va inactiver ou bien inhiber l'action de promoteur qui est le démarrage de l'activation, ou bien plutôt le promoteur favorise
l'expression génétique d'un gène, si le promoteur est hyperméthylé, l'expression de gène ne sera pas favorisée, d'où on aura l'apparition d'une tumeur. Donc voilà, c'est un exemple d'une épimitation. Donc voilà, et comme petit résumé, l'épimitation, c'est un changement de l'utilisation du code, sans changer le code lui-même. Donc le code génétique, la séquence de l'ADN en question, il va rester stable et intact. Mais la manière d'utiliser ce gène, elle est différente parce que on peut activer ou bien inactiver le gène. Donc c'est comme une gestion d'utilisation des gènes. Donc on passe. Donc ici on parlera des mécanismes épigénétiques principaux. Donc on a réalisé qu'il y en a une panoplie de mécanismes épigénétiques. Mais dans cette vidéo-là, je vais seulement parler sur 3. Donc on a la méthylation de l'ADN. On a les modifications des histones. On va prendre le cas de l'acétylation et l'effet des ARN en codant, le cas de micro-ARN. Donc ici on a le cas c'est le cas de la méthylation de l'ADN. Donc on a 2 scénarios. Mais pour récapituler, ou bien plutôt pour résumer et simplifier les choses, il faut savoir que chaque gène contient une séquence qui se trouve en amont, qui est responsable, elle est responsable à son activation, ou plutôt à l'activation de l'expression de ce gène. Cette séquence-là s'appelle le promoteur. Il va initier le phénomène de la transcription, qui permet le flux de l'information génétique d'un compartiment ADN vers un compartiment d'ARN et éventuellement le passage de l'ARN messager vers une protéine fonctionnelle qui va contribuer au phénotype, ou bien le trait, ou bien un caractère. Donc, lors d'une méthylation, on aura la fixation des groupements CH3 sur les bases azotées cytosines. Donc généralement les CH3 se fixent plus spécifiquement sur les cytosines qui se trouvent au niveau de la région promotrice ou bien le promoteur. Donc dans le cas de la méthylation, la transcription sera inhibée. Donc pas de synthèse de l'ARN messager, d'où l'inhibition de l'expression génétique du gène en question. Pour le deuxième cas, c'est le cas où on aura une non-méthylation. Donc le promoteur ne contient pas des groupements du CH3. Donc les cytosines qui constituent ce promoteur-là sont libres. Ils ne sont pas conjugués avec des groupements méthyl. Donc on aura une transcription normale du gène, d'où la synthèse d'un ARN messager qui va donner une protéine qui est responsable d'un certain type de phénotype. Donc c'est seulement une question d'activation et d'inactivation selon le statut de méthylation de la région promotrice.